Laura Lange, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le podcast Inspiré. Pour te présenter en deux mots, mais tu le feras mieux que moi, tu es docteur en philosophie, tu es conférencière, tu es aussi chroniqueuse et auteur. Je voulais te poser une première question. Moins joli Autrice. aujourd'hui, hein, mais Oh, ouais, c'est on vrai, dit ça comme ça. autrice. Moi qui aime les mots, je préfère auteur parce que ça nous invite à en prendre. Mais voilà. C'est vrai. On verra que tu joues avec les mots très justement. Avant de parler de ton métier, comment toi tu expliquerais justement ton métier d'aujourd'hui à un enfant de 5 ans? Comment j'expliquerais mon métier? Eh bien, je dirais que je monte sur scène, parce que c'est quand même ça mon métier. Je monte sur scène pour parler de sujets. Alors, moi, un enfant de 5 ans, attends, j'essaye de mettre du coup. Mais voilà, je monte sur scène. La philosophie, ça ne parlerait pas pour parler de grands sujets comme l'amour, le bonheur, l'amitié. J'essaierai d'illustrer. Voilà, comme ça. C'est pas évident, hein, mais j'ai du mal. Ma fille a 4 ans et j'ai du mal à lui expliquer. Elle sait juste que maman monte sur des scènes. Voilà. C'est déjà bien. Le C'est pas quoi mal. vient, le quoi viendra après. Voilà, c'est vrai que la philosophie, c'est dur à expliquer, très dur. C'est dur à Même si expliquer. les enfants font déjà ont des réflexions, mais le mot en tant que tel, peut être, impressionnant. Ben justement, on va un petit peu philosopher ensemble et retracer ton parcours. La philosophie, t'es venue à l'époque du lycée ou c'était déjà un peu avant? Oui, complètement. Complètement, en tout cas, la rencontre, ça a été vraiment en terminale. J'ai eu la chance d'avoir, un excellent professeur, et puis surtout, des thématiques enfin, moi, j'y ai vu une liberté incroyable. Je m'ennuyais beaucoup dans mes études. Ouais, ça me passionnait pas énormément et c'est vrai que quand j'ai rencontré la philosophie, je me suis dit: «Waouh, quelle matière incroyable, voilà des sujets qui me parlent, qui m'impliquent, la justice, l'amitié», enfin des choses vraiment qui m'interpellent et puis j'y ai vu surtout une grande liberté, là où pendant les cours, c'est vrai qu'on se sent parfois un peu contraint d'apprendre par cœur, souvent sans mettre du cœur à l'ouvrage. Et là, je me suis dit, en fait, quand il y a un sujet de disserte qui tombe, mais tu es libre de pouvoir le prendre d'un côté, de l'autre. Et cette liberté, je l'ai trouvée incroyable. On sortait de l'apprentissage par cœur, dans lequel je m'étais peut-être à tort enfermée, hein, mais j'avais l'impression que la scolarité, c'était quand même beaucoup ça. Les devoirs, apprendre, rétribuer, etc. Et là, j'ai vu vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je me suis dit, là, ça y est, tu peux t'amuser, tu peux dire à peu près tout ce que tu veux si tu es capable de l'argumenter. Et ça, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Et comment tes collègues de classe t'ont vu? Parce que la philo, ça n'intéresse pas tout le monde. On sait que certains ont été traumatisés par ces cours de philo. Oui, oui, alors en terminale, c'est vrai que c'est difficile d'avoir vraiment un ressenti, enfin chacun a des cours. Alors moi j'étais en L, donc il y avait quand même une appétence de la part de tout le monde, un appétit pour la philosophie. C'est plus après l'arrivée en faculté où effectivement on a différentes façons de vivre la philosophie, de l'incarner. Parfois, il y a un style, voilà, dans ce que devrait être un philosophe ou une philosophe. Et je ne suis pas toujours rentrée dans le cadre. J'étais pas moquée, hein, j'ai toujours très bien vécu, mais en tout cas, voilà, chatouillée, quoi, un petit peu. On me dessinait parfois. J'ai quelques dessins assez drôles en me disant, mais tu corresponds pas du tout au profil d'une philosophe ou de l'image qu'on s'en fait, parce que peut-être trop. Alors j'ai toujours été un peu sensible à la mode, sans être une icône ou pas du tout. D'ailleurs, ça s'apaise en grandissant, mais quand on est plus jeune, voilà, j'avais 20 ans, donc peut-être cette sensibilité-là, j'étais pas dans le cadre, pas dans la norme, voilà, de ce que devait être un philosophe. Donc c'est plutôt là que je me suis dit, tiens, c'est quoi la philosophie? En fait, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée. C'est moi, je la vis comme ça, comme un terrain de liberté, voilà. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire dans une copie? Est-ce qu'on a le droit de jouer de forme, de faire un peu de poésie ou pas? Voilà. Donc c'est plutôt une interrogation générale sur c'est quoi la philo. Et c'est vrai, tu l'as justement dit, mais il y a des courants de pensée en philosophie. Comment tu as défini et à quoi tu t'es raccroché, à quel courant, comment tu les as choisis aussi à cette époque? Parce que tu avais quelques années à peine de parcours. J'étais, j'ai pas été, on va dire, je suis pas rentrée dans une école de pensée, justement parce que ce que j'ai aimé, c'est cette richesse. C'est de voir qu'on pouvait convoquer différents philosophes, qui avaient parfois entre eux des différends, justement, et qu'il y avait une richesse, des ressources à aller puiser chez l'un, chez l'autre. Et là où peut-être certains, tout de suite, sont devenus
kantiens, platoniciens, heideggeriens. Voilà, moi, je me suis toujours sentie libre d'aller puiser chez certains des choses qui me parlent et de partir du principe que de toute façon, ça n'était que des hommes de leur temps. Alors, je dis hommes parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes à l'époque, et que de fait, j'ai toujours vu dans la philosophie une invitation de la part de ces auteurs, pour ceux qui avaient écrit, à prendre de la hauteur. C'est toujours comme ça que moi je l'ai vécu. Je me suis dit, en tant que lecteur, l'invitation de cet auteur, c'était que moi j'en prenne, à minima quand même, pour pouvoir poursuivre. Et c'est là qu'il y avait quand même une certaine vision de la philosophie, non pas comme devenir spécialiste d'auteur, bien que je trouve l'exercice passionnant, mais comme, avant tout quand même une invitation à en prendre soi-même, pour pouvoir peut-être un jour être auteur, autrice ou autre, mais en tout cas, voilà, c'est. Et donc, il y avait une certaine liberté dans la façon de le lire. J'étais pas forcément dans l'idée d'aller prendre chez Kant une théorie et de me dire, voilà, c'est cette théorie qui est la bonne. C'est là la vérité. C'est là ce qui est juste, avec justement un grand V pour la vérité, un grand J. J'aimais bien cette notion de, ouais, il n'y a pas forcément quelque chose d'universel, mais il y a du bien, il y a du bon, il y a des choses passionnantes, intéressantes chez les uns, chez les autres, et plutôt que d'opposer ou d'en faire une philosophie, moi je suis plutôt un tel qui s'opposerait, voilà, plutôt je sais pas, optimiste heureux, pessimiste malheureux. J'aimais, voilà, trouver ce qu'il y avait de beau un peu chez chacun pour pouvoir concocter bah, aussi peut-être ma vision des choses et la partager, ce que j'ai plaisir à faire aujourd'hui. Et à quel moment tu t'es vraiment destiné à la philosophie? Parce que je crois que tu as eu, différentes possibilités, différents choix entre la philo ou le journalisme, c'est ça? Alors oui, à la base, c'est vrai que la philosophie, je ne me voyais pas bien dire: «Bon, je veux faire de la philosophie». Il fallait que je trouve quelque chose qui ait, en tout cas, une finalité, une embauche, enfin quelque chose d'intéressant sur le terrain de l'emploi et sur le coup, je me voyais pas, enseigner, c'était pas du tout, donc pour moi, la philosophie n'était qu'un atout pour pouvoir ensuite, effectivement intégrer une école de journalisme et pouvoir avoir une plume, affinée, affûtée, aiguisée, qui puisse aussi profonde, qui puisse bah, voilà, nourrir des articles, des réflexions, et avec un angle un peu différent. Et puis finalement, en commençant la philosophie, j'ai tellement aimé que je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter au bout d'un an ou deux. Et donc, j'ai été jusqu'au master et ensuite en doctorat. Voilà. Donc voilà, et pendant le parcours, je me suis dit, bah, alors du coup, l'enseignement, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on pense quand même à l'après, hein, quand on commence un master. Et le master, je me suis spécialisée dans le domaine de la santé, de l'éthique, du soin. Et là, en fait, à partir du moment où, on va dire, je me suis fait plaisir pendant 3 ans en licence parce que j'adorais la philosophie, je prenais un plaisir fou à étudier. Et en même temps, je me disais, c'est un peu à côté quand même parfois des problématiques contemporaine, actuelle. Alors aujourd'hui, l'enseignement a changé, mais moi à l'époque, c'est vrai qu'on avait l'impression de se faire plaisir. C'était vraiment, on s'isolait, on lisait nos livres, c'était un peu à côté des problématiques. Et ça, je l'ai trouvé, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça dommage, dommageable. Et je le voyais bien dans mon cercle amical. Hein, c'était un peu, bon, bah toi tu fais ça, mais c'est pas du tout utile, voire c'est futile. Et donc, il y avait cette idée de, tiens, comment on peut créer une passerelle, un pont entre ce que j'apprends, ce que j'en comprends et ce qui se vit. Et à partir du moment où j'ai découvert l'éthique, je me suis dit, tiens, en fait, c'est de la philosophie appliquée, c'est de la philosophie impliquée qui me permet de rebondir sur de vrais sujets tels que l'identité avec la maladie d'Alzheimer, la notion d'oubli, de nostalgie, la vie, la mort. Voilà, j'ai fait beaucoup de stages dans le domaine de la santé, que ce soit en maternité ou en soins palliatifs. Ce qui m'a passionné, c'est ça, c'est le vivant. Et la philosophie, pour moi, c'est ça, c'est étudier l'activité des hommes, le vivant, le vivre ensemble, comprendre le monde, comprendre nos interactions. Et donc, voilà, ça m'a passionné. Et quand j'ai compris que la philosophie pouvait être utile dans le domaine du soin, je suis allée à fond dans cette voie et j'ai travaillé 5 ans à l'espace éthique Rhône-Alpes, qui est un espace qui rayonne en région et aussi en France pour ses réflexions sur les problématiques de santé. Et justement, avant de développer tout ça, au lycée, avant la première et cette rencontre avec ce professeur qui t'a marqué et qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui, vers quoi tu t'orientais? Quelles étaient tes envies, tes passions? Où est-ce que tu étais bonne élève? J'étais franchement, c'est vrai que j'étais plutôt une amoureuse moi. J'écris d'ailleurs un roman, mon premier roman actuellement. J'étais un peu dans une bulle, d'amour. J'ai rencontré quelqu'un très tôt, donc 14, 15, 16, 17, c'était vraiment, voilà, les poèmes à gogo, essayer de comprendre ce que c'est que d'aimer, l'amour. Donc j'étais complètement plongée dans une espèce de bulle où rien ne paraissait important si ce n'est, la conquête de cette personne ou en tout cas, voilà, le vivre à travers ce prisme de l'amour, l'amitié.
après, il y a plein d'adolescents, hein, qui sont sujets à ça, mais moi, ça a été vraiment, en tout cas, quelque chose d'assez révélateur, je pense, dans ma vie, et de constructeur. Et donc, j'étais un petit peu tête en l'air, je dirais, mais pas le côté pense à rien. C'est une certaine, voilà, il y a plein de choses qui m'intéressaient et tout le reste me paraissait pas très important, en fait. Je me disais, bon, voilà, les études, ok. Et la philosophie, là, ça a été une vraie rencontre. Je me suis dit, tiens, il y a un vrai sujet, quoi. Et l'amour me paraissait être un sujet magnifique, puisque de toute façon, nous sommes tous traversés par ces sentiments. Donc là, j'y ai vu vraiment quelque chose de passionnant, mais j'avais pas une idée incroyable de ce que je voulais faire plus tard. Je savais ce que je voulais vivre tout de suite. Voilà. Donc c'était un peu, j'étais une femme du présent là, à fond. Et sans cette rencontre avec ce professeur, que serait Laura Lange aujourd'hui? Ah bah je sais pas. Alors je dirais que donc il s'appelle Monsieur Harfeux, donc au lycée Édouard Herriot, je le cite. Et ça a été une rencontre avec le professeur et la matière. La matière, je pense que ce professeur m'a permis de gagner du temps. Mais l'amour pour la matière, il était là. Enfin, tout de suite, j'ai vu quelque chose. Il m'a tendu la main pour le vivre ainsi. Et puis d'ailleurs, ça part d'une sanction parce que j'avais pas été. On avait des entraînements pour le bac blanc et un peu apeuré par le fait de ne pas y arriver. Je sais plus ce que j'avais fait partie de la moitié de la classe qui avait sauté une heure de cours avant l'examen. Et on avait tous été rappelés à l'ordre en se disant qu'il fallait être présent à l'heure de cours, même s'il y avait l'examen après que ça nous stressait. Il fallait pas faire partie de tous ceux qui ont fait sauter cette heure, qui, cela dit, avec le recul, était quand même très mal placée. Bref. Et donc, on avait eu une sanction qui était une copie. On devait rendre un sujet en philosophie. Et donc, moi, j'avais passé beaucoup de temps, j'avais trouvé le sujet incroyable. Je me souviens, j'avais 15 ans ou 14 ans, mais je travaillais, non, plus du coup, pardon, 17 ans en terminale. Et j'ai travaillé dans un café, j'avais fait une copie, mais même mes copines, ça n'existait plus. J'étais là, je terminais ce sujet. Et j'avais eu une excellente note. Et il était, voilà, il était venu me voir. Il m'avait dit, mais voilà, tu te fais sanctionner pour produire ça. C'est quand même. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose. En tout cas, il y a un appétit pour faire 6 pages sur ce sujet. Et donc, voilà, dans cette relation-là, on a creusé. J'ai eu un autre rapport à l'école, au savoir, à l'apprentissage, puis à l'envie. En fait, dès qu'on a envie, dès que ça nous intéresse, quel que soit le sujet, quelle que soit la matière, bah vous y mettez du vôtre. Donc c'est ça, moi, que je trouve passionnant, c'est que derrière, c'est trouver sa voie. Trouver sa voie et la notion d'être à sa place, elle m'apparaît fondamentale. Si vous forcez un enfant voilà, à ingurgiter quelque chose et que ça ne lui plaît pas fondamentalement, il y a quand même essayer de comprendre pourquoi ça lui plaît pas, mais aussi peut-être quelle est sa voie et elle est peut-être différente, quoi. Je pense qu'on a tous du talent quelque part pour trouver sa voie, quoi. Exactement. Oui, on a tous notre propre chemin et on a chacun le temps de trouver sa voie et ne pas se mettre une pression permanente aussi là-dessus. C'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. La société nous impose beaucoup de choses et nous met cette pression sociale ou Alors, on a le même sociétale. type d'enseignement quasiment et on rentre pas tous dans le cadre. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les sensibilités diffèrent, les aptitudes diffèrent. Donc, ouais, c'est hyper intéressant de pouvoir les identifier pour les accompagner, quoi. Et c'est intéressant, c'est un beau retour d'expérience et ça va parler à beaucoup d'auditeurs, je pense. D'une sanction naît une passion et Ouais, naît une voix. ouais, clairement. Sur le coup, j'avais un peu honte quand même. Je me suis dit, mon Dieu, j'aurais dû aller au cours. Et effectivement, parce que le sujet était aussi. Alors, je sais plus quel était le sujet, mais c'est vrai que ouais, ouais, je l'ai pas vécu comme une sanction au final. Ça m'a permis de trouver ma voie aussi, quoi. Ça t'a limite fait culpabiliser, tu t'es donné à fond dans ce Ouais, récit-là. ouais. Et puis parfois, c'est le fait qu'on vous impose hein, de devoir réfléchir à un thème qui vous fait voir les choses autrement. Il y a une notion aussi intéressante de contraindre parfois, c'est-à-dire quand vous êtes dans une pièce et qu'on vous donne un sujet, qu'on vous dit à 4 heures pour essayer de trouver une solution ou un plan ou quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment dans la vie professionnelle. Personne nous impose un sujet, or parfois on devrait peut-être gratter la copie de problématiques qui finalement nous contaminent un peu, quoi. Et il faut parfois attendre un peu le dernier moment pour se dire ah mince comment on fait là pour penser ce concept-là, il faut qu'on le pense. Et je sais pas, à l'aune d'une famille, ça peut être voilà, qu'est-ce que je fais du concept de liberté revendiqué par mes adolescents. Il va bien falloir qu'à un moment donné, je le travaille. Ils veulent un portable, ils veulent ci, sous couvert d'autonomie. Enfin, la philosophie, elle est partout, en fait. Ce sont des interrogations sur des grands concepts. Voilà, mais moi, je veux être heureux. Voilà. Concept magnifique. C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? Pourquoi toi, tu passes par d'autres canaux pour être heureux et moi, je te comprends pas. Du coup, c'est pas ça le bonheur. Donc les discussions sont foisonnantes. Voilà, il y a plein de choses superbes. Et on va en parler justement, mais ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu es vraiment dans la philosophie appliquée. Tu en parlais tout à l'heure et on va y revenir là-dessus. Tu as évoqué le fait de ne pas forcément faire partie du cadre.
à tes débuts et de ce que l'on voit initialement si on devait dessiner le portrait robot d'un philosophe. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pesé à l'époque et est-ce que ça te pèse toujours aujourd'hui? Non, 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 franchement, même à l'époque, pas vraiment. Je me disais pas, vilain petit canard. J'ai jamais vécu comme ça. C'est pour ça que du coup, c'est pas ça me faisait sourire. Je me disais: «Tiens, c'est marrant de pas rentrer dans le cadre et de susciter, voilà, d'être curieuse en fait». Et le mot curieux est un mot magnifique, donc être curieuse au sens bizarre, étrange et en même temps, voilà, peut-être étonnée, détonnée en un certain sens. Et aujourd'hui, je me suis vraiment défaite de toutes ces problématiques, notamment liées à ce qu'est un philosophe ou n'est pas un philosophe. Voilà, un philosophe devrait peut-être écrire davantage, produire certaines choses. Moi, je fais vraiment les choses à l'envie, au plaisir. Voilà, un roman sur l'amour, personne ne m'attend sur ça, et ce sera peut-être très peu lu, mais je fais les choses qui me parlent. J'ai écrit un livre sur la maternité. Voilà, c'est vraiment pas le truc le plus vendeur du monde. J'aurais pu prendre quelque chose, voilà, qui soit peut-être plus dans l'air du temps, bien que je crois que ce soit un sujet absolument fondamental, l'endroit d'où l'on vient, la façon dont on vient au monde, ce que c'est qu'être mère, être père, etc. Mais j'ai plutôt toujours fait les choses par passion. C'est vraiment mon moteur et j'ai la chance de pouvoir le faire. Il faut être aussi lucide. Voilà, j'ai la chance de pouvoir le faire. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai dû travailler sur des problématiques parfois qui m'intéressaient moins. Mais quand même, voilà, j'ai le sentiment que plus on travaille sur des problématiques qui nous touchent, plus on en parle mieux, et donc plus on est écouté, et donc voilà, ça génère quand même quelque chose de positif, quoi. Et en parlant de ça, ça va sûrement aider les personnes qui nous écoutent. Le fait d'être dans un endroit, mais quelque part de ne pas te sentir légitime ou ne pas te sentir à ta place. C'est quelque chose que tu n'as pas ressenti et qui t'est passé dessus, si je puis dire. Quelles idées, quels moyens, quelles astuces, quel point de vue tu as là-dessus en tant que philosophe? Alors, je dirais que je l'ai ressenti, mais que ça m'est passé dessus parce que je pense que j'ai la chance d'avoir quand même certaines ressources, une certaine confiance. Et puis, moi, j'ai toujours eu l'idée, c'est vrai, de me dire sortir du lot. Ça peut avoir. Et, en plus, j'invite dans toutes mes conférences à sortir de l'eau. Alors, il y a quelque chose, hein, au fond. Mais sortir du lot, j'y ai toujours vu quelque chose d'intéressant. C'est une façon d'être remarqué, de se démarquer, avec quand même l'idée de le faire. C'est assez naturel en fait. Je suis pas dans la provocation et je suis beaucoup moins sensible à ceux qui cherchent à tout prix à sortir du lot en étant très exubérant. Je connais tout ce type de personnalité. Par contre, voilà, je crois que quand on se fait confiance et qu'on a le sentiment que le regard que l'on porte peut être croisé à celui que d'autres portent, bah dans ce cas, il faut quand même y aller. Et puis après, on se refait pas. Chacun a quand même des sensibilités différentes. Et donc, c'était plutôt une façon de l'assumer. Tu parlais du lien avec la philo et les besoins d'aujourd'hui, la philosophie appliquée, comme tu l'appelles, et que ça ait du sens à travers tes études. Donc, tu l'as dit, tu as fait un doctorat en philosophie pratique, avec la Mhm. réflexion sur la maternité d'aujourd'hui, le rapport au corps et à l'esprit aussi. Vaste sujet. Le rapport corps-esprit, justement, on en parle de plus en plus. Après, je vais te reposer la question sur la partie philosophie appliquée. Euh, Qu'est-ce que cela a nourri en toi et comment tu vois cette évolution de par la société qui s'intéresse de plus en plus justement à ce besoin de savoir d'où l'on vient à travers ton livre, à cette relation entre le corps et l'esprit et cette posture d'alignement que l'on cherche à avoir. Alors, sur le sujet, alors là, il y a quand même deux sujets. Celui de la maternité, qui est un sujet qui a le vent en poupe aujourd'hui parce que, à l'ère de la procréation médicalement assistée et des évolutions possibles techniques, mais aussi éthiques, morales, voilà, qu'il il y a beaucoup de choses, de questions qui se posent hein, sur l'agitation pour autrui, l'utérus artificiel. Et donc, ça, ce débat-là m'a passionnée parce que c'est une façon de dire comment on pense la maternité dans un monde où les évolutions vont nous permettre de nous défaire du corps enceint de plus en plus, parce que technologiquement on le peut, et peut-être qu'un jour on pourra entièrement s'en dispenser, hein, avec les utérus artificiels et toutes ces choses-là, qui permettraient de répondre aussi à un désir. On est très très loin d'Adolf Huxley et de cette peur de quelque chose assez voilà, énigmatique. Ce serait plutôt l'idée de défaire les femmes de ce qui peut être contraignant, une grossesse, alors je le dis évidemment avec des guillemets, ouais, je suis très enceinte quand je dis ça, voilà, ce qui peut être en tout cas pour certaines contraignant, et aussi
finalement contribuer à un manque d'égalité entre les hommes et les femmes, dans un monde où on cherche aussi à lisser les rapports, à égaliser les postures. Comment on pourrait penser la maternité à travers le prisme de la paternité, qui effectivement, la paternité est pensée, elle, à travers le prisme de la volonté. Est père celui qui veut être père. On ne fait pas de test génétique à la maternité, d'ailleurs on dit maternité, pour savoir si c'est le père. Là où la maternité, elle, est pensée non pas à travers le prisme de la volonté, mais à travers le prisme du corps, et mère, celle qui porte, en tout cas jusqu'alors. Et voilà, aujourd'hui, est mère, celle qui porte, et parfois celle qui veut, dans le cas d'un couple lesbien. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette digression de la maternité, qui est non plus pensée à travers le seul prisme du corps, parce qu'on lui a reproché ça longtemps, d'enfermer les femmes dans leur corps, mais qui tend à devenir, à l'image de la paternité, pensée à travers le prisme de la volonté. Et d'abord, mère, celle qui veut. Et ça, on peut le faire parce qu'on est en mesure de se défaire du corps ou de repenser ce rapport au corps. Donc ça, c'est un autre sujet, mais que je trouve absolument passionnant, qui en dit long de notre rapport général au corps et à la volonté ou à l'esprit dans notre société. Et je fais parfois une analogie avec la sexualité. Quand on pense à la société dans laquelle on vit, on parle beaucoup de sexualité planifiée. Alors, la formule n'est pas très jolie, mais très parlante, hein. Quand on parle de plan cul, voilà, ça veut tout dire. C'est cette idée de dire: «Oh mais moi, tu sais, ne t'inquiète pas, je suis tout à fait capable de vivre quelque chose avec un tel ou une telle, parce que je sais qu'il ne se passera rien. J'ai décidé que ce serait juste un plan, ce sera juste un plan». Il y a déjà une dissociation entre la volonté, l'esprit et le corps et le vécu. Comme si on pouvait avoir le dessus, contrôler, et puis on sait quand même dans notre société que parfois, il y a des plans cul qui peuvent devenir de très belles histoires d'amour, parce qu'on a beau se dire qu'on ne s'attachera pas, parfois ça devient très attachant. Donc il y a cette idée, si tu veux, et c'est ça qui m'a passionnée, c'est que dans la maternité, notamment à travers le prisme de la gestation pour autrui, on retrouve cette idée de planification en amont, c'est de dire: non, non, mais vous inquiétez pas, je rentre dans ce projet, je le veux, je l'ai décidé, et j'ai décidé de ne pas m'attacher outre mesure. Donc je me distingue volonté, corps, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est cette société où on pense être capable de distinguer, de dissocier notre esprit de notre corps, si bien que ça fait quand même un monde où aujourd'hui on est parfois en train de rafistoler les liens entre le corps et l'esprit, parce que qui n'a jamais dit: non mais j'ai trop tiré sur la corde du corps, hein, ça fait 6 mois que je suis à fond sur l'esprit, et voilà, on oublie, on omet parfois qu'on reste cette totalité. Et donc dans un monde qui cherche à contrôler, le corps ne peut être qu'un outil, un instrument au service de cette volonté, quoi. Voilà. Et c'est ça qui me passionne, c'est ce déséquilibre qui a pu être créé sous couvert de nous sommes forts, quoi. Voilà, nous sommes forts. Donc le corps n'a qu'à suivre finalement les désirs. Je sais pas si j'ai été claire, hein. Attends, tu m'as mis plein de questions, donc là. Non, c'est mon but de te poser des questions et j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais pour moi, ça l'est. La relation avec le corps et l'esprit, c'est d'autant plus d'actualité que l'on en a parlé en interview au niveau de cette relation entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que l'on s'est rendu compte avec des études récentes qu'il y a des neurones dans notre cerveau, jusque-là on n'apprend rien, mais qu'il y a aussi des neurones dans notre intestin, dans notre estomac, dans notre cœur. Et que ces neurones-là, forcément, communiquent avec justement cet esprit. Et au final, cet esprit n'est pas que dans le cerveau, mais aussi dans le reste du corps. Oui, qu'il y a pas, que finalement on n'est pas dans une distinction, voire une opposition, un dualisme, hein. Il y a pu avoir la philosophie, c'est aussi construite sur cette idée d'esprit qui doit prendre le pas sur le corps, parce que le corps c'est le lieu des tentations, c'est le lieu du désir. Alors on doit se canaliser, et de fait la volonté serait plus noble, l'esprit aussi, que le corps. Donc il y a cette idée effectivement d'une réharmonie, ou de ne plus penser les choses de manière dissociée, mais comme un tout. On est l'un et l'autre, et effectivement, tirer sur la corde de l'un, c'est peut-être endommager l'autre, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. La philosophie, tu l'appliques aux besoins d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure où tu amènes cette philosophie dans le monde de l'entreprise à travers des conférences, à travers des séminaires sur lesquels on s'est croisés et qui sont toujours intéressants. Justement, en quoi cette philosophie, enfin pas cette philosophie, mais plutôt en quoi la philosophie peut aider les chefs d'entreprise, peut aider la société au sens large? Bah, la philosophie, si on définit la philosophie comme l'art du questionnement, alors on parle parfois littéralement d'amour, de la sagesse. Je dis souvent que c'est une vaste ambition, et puis c'est pas toujours très parlant, hein. Si je te demande ce que tu fais dans la vie, et tu me réponds: moi je suis ingénieur, et moi je te dis: moi je suis philosophe, je suis amoureuse de la sagesse. Ça peut être assez énigmatique, mais ce que j'aime dans cette image d'amour de la sagesse, c'est en tout cas d'incarnation pour pouvoir y arriver. Je cite souvent un poète qui s'appelle Pierre Réverdy, qui dit: il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est comme ça que je vis la philosophie, en tâchant de l'incarner,
et en dépassant ce joli mot voilà, dans un carnet qui peut être énigmatique. Mais il y a vraiment cette idée d'application. Et c'est là que la philosophie devient fondamentale parce qu'elle est art du questionnement, invitation à la remise en question, travail de concepts que nous utilisons pour leur donner du sens, au double sens de signification et oui, évidemment de direction. Et ça, c'est fondamental dans le monde de l'entreprise pour pouvoir s'orienter. On entame un début d'année dans la perspective des résultats qu'ils seront d'affaires ou dans la perspective de ce qu'on souhaite obtenir à la fin de cette année. Donc, il y a vraiment quelque chose de très pragmatique dans la philosophie qui finalement se présente comme un outil, on pourrait le dire ainsi, même si ce n'est pas une formule que j'aime beaucoup, mais pragmatique au service de l'action. C'est de la réflexion au service de l'action. Pour moi, la philosophie, c'est ça. C'est comment on peut faire pour bien vivre ensemble, dans notre société. Et la philosophie permet de réfléchir à cela pour pouvoir l'appliquer. Et c'est pour ça que la philosophie est en permanence à actualiser et à réaliser. On ne peut pas se reposer intégralement sur ce qui a été écrit par des philosophes qui ne sont plus, puisque de fait, ils ont pensé avec audace le monde dans lequel ils vivaient. Alors, il y a des choses qui se retrouvent, évidemment, mais il y a aussi des choses nouvelles. Le fait de vivre aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère du virtuel, qui sont des choses qu'ils n'ont pas rencontrées, à l'ère où la technique a pris effectivement un pouvoir absolument incroyable. C'est ça que je trouve passionnant, c'est réfléchir aux questions qui se posent et s'imposent dans notre monde. Et donc, on voit qu'il y a déjà quelque chose d'assez relatif, puisque les questions qui se posent dans un secteur professionnel ne se poseront pas forcément dans un autre secteur professionnel. Les questions qui se posent à une époque ne se poseront pas forcément à une autre époque. Les questions qui se posent dans un pays ne se posent pas forcément dans un autre pays, dans une ville, dans une autre ville. Donc, c'est là qu'on voit que le questionnement, c'est quelque chose d'hyper approprié qui nécessite d'être là et de ne pas être las. Voilà, tu vois. Je vois. Justement, tu es souvent en contact avec les chefs d'entreprise, avec le monde de l'entrepreneuriat. Quelles sont les questions qui se posent justement? Quelles sont les réflexions qui font sens et qui les questionnent aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va retrouver toutes les problématiques autour de la motivation. Voilà, qu'est-ce qui nous motive dans un monde où effectivement on peut être un peu bras ballants en se disant mais il n'y a rien qui va. Voilà, quels sont vraiment les objectifs à atteindre? Est-ce que des chiffres c'est parlant dans un monde où tout tend à s'écrouler autour de nous? Donc là, la question de la raison d'être, pourquoi on fait les choses, la notion de collectif, comment on crée du collectif dans un monde de plus en plus individualiste, comment on dirige, comment on manage aussi, alors pas que les nouvelles générations, mais finalement, voilà, tout cet ensemble d'individus dans un monde où le travail prend une nouvelle place, réinterroge aussi la valeur de notre vie. Est-ce que le travail, quelle part doit prendre le travail, quel type de travail, est-ce qu'il doit être forcément passionnant et toute une injonction autour de ça. Donc en fait, les questions sont vraiment nombreuses et passionnantes. Et moi, j'adore justement, j'ai l'impression d'avoir encore une copie comme à la fac. Et en fait, cette copie, je la rédige, mais je la rends à un public. Et ça, je trouve que c'est très, très excitant et passionnant à cet endroit. Et la philosophie aide et t'aide à cultiver l'optimisme aussi. C'est une de tes Oui, voilà, thématiques de l'optimisme, je conférence. ne l'ai pas dit alors que c'est une de mes conférences phares. Bon, pourquoi je ne l'ai pas dit? Mais voilà, l'optimisme, ça fait vraiment partie, la curiosité aussi. Voilà, je travaille beaucoup sur ça, curiosité, optimisme, qui sont finalement des états. Enfin, l'optimisme est un état d'esprit qui finalement nous pousse à faire état d'esprit dans le monde qui est le nôtre. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de partir de mots qui sont parfois un peu galvaudés, qui veulent tout et rien dire. Ça, oui, l'optimisme, est-ce que ça a sa place en entreprise? Quelqu'un qui va vous dire tout de suite, ah, moi je suis pas optimiste, je suis pessimiste. Attends, il faut vraiment être perché pour croire qu'on peut encore être optimiste. Là, c'est ça que je trouve intéressant, c'est attendez, on vient de dire un mot et tout de suite, il y a des interprétations différentes. Et moi, j'aime partir d'un mot et lui donner vie pour faire en sorte que ce mot devienne moteur et motivant pour les individus qui l'utilisent ou le scandent en entreprise. Et comment tu cultives justement ton optimisme chaque jour? Comment je le cultive Comment tu bah, l'entretiens? Comment tu le... Entretien. Ouais, c'est ça, en plus j'utilise beaucoup Voltaire, je l'arrose, c'est ça. Voir C'est la vie en ça. rose, ça s'arrose. C'est exactement ça l'idée. Comment je le cultive? Et ben, toujours en étant quand même sur le qui-vive, dans l'intérêt de ce qui se passe. Voilà, en lisant, en écrivant, en optant et misant. Parce que pour moi, l'optimisme, c'est ça, hein, c'est optimise avant tout sur toi-même. Et donc ça part de soi, l'optimisme. C'est une philosophie qui part de nous-mêmes pour pouvoir rayonner et entraîner les autres. Parce que si je suis optimiste, logiquement, il y a quelque chose de positif.
Et donc, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, c'est moi, j'essaye d'opter, de miser sur moi-même et donc de ne pas m'éteindre et d'avoir toujours la flamme et pas la flemme. Voilà, d'être dans cet effort de pensée pour pouvoir finalement cultiver cet optimisme-là. J'aime bien la façon dont tu joues avec les mots, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire. Ça me fait penser, alors peut-être qu'on te l'a déjà dit, mais un chanteur slammer encore malade, qui lui joue avec les mots. Euh, D'où vient cette facilité? Enfin, c'est pas une facilité parce que tu as travaillé, mais cet amour pour ce jeu de mots perpétuel lors de tes interventions. Franchement, d'où ça vient, je ne sais pas, mais je sais que j'ai cette sensibilité depuis peut-être ouais, toujours, je dirais quand même, j'ai toujours été sensible au langage, aux mots. Quand je parlais des poèmes tout à l'heure, ça veut dire en tout cas quelque chose de cette sensibilité-là. Quand je lisais certains auteurs, j'adorais ceux qui prêtaient un intérêt à la forme. D'autres n'en avaient que faire. Et d'ailleurs, c'est difficile d'avoir accès au fond quand la forme, franchement, ne donne pas envie. Ça, j'en suis encore plus convaincue aujourd'hui. Et à l'époque, voilà, j'aimais beaucoup lire, par exemple, Heidegger, qui avait quand même une plume agréable, qui osait certaines images poétiques, hein, outre le personnage. Mais moi, j'ai besoin de cette rencontre avec l'écrit et que ça me donne envie pour aller atteindre cette profondeur. Et donc, du coup, cette sensibilité de la forme, elle a toujours été là. Sauf qu'en philosophie, voilà, la forme, c'est l'image, c'est plein de choses. Et du coup, on était plus sur le fond que la forme. Et donc, j'ai beaucoup délaissé ce qui s'apparentait à des jeux de mots. Or, moi, ça a toujours été beaucoup plus que ça. C'est pas pour jouer sur les mots, pour jouer sur les mots. C'est dans quelle mesure un jeu de mots peut être révélateur du fond. Et si on arrive à prendre un mot et à le faire vivre, résonner, rayonner, alors dans ce cas, il y a quelque chose qui se grave en vous et qui lui donne une dimension déjà importante. Je sais pas, je vous donne une image. Dans cette société où on a une injonction à performer, performe, performe. Moi, j'entends père, forme, père, la forme. Et on voit tout de suite l'équilibre qu'il peut y avoir. C'est qu'à trop vouloir performer, le grand risque, c'est de finir par perdre la forme et de ne plus performer. Et en fait, il y a plein de mots, bon, c'est pas le meilleur, mais il y a plein de mots qui sont habités par cette dimension. Et quand on rend les mots vivants, on les rend motivants. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. Donc, il y a vraiment eu quelque chose autour du langage que j'ai laissé de côté. Et le jour où j'ai obtenu quand même mon doctorat, même si ma maître de thèse me disait, bah, vous rigolez, Laura, il y a plein de jeux de mots. J'étais là, bon, franchement, pas tant que ça. Donc on sent que c'est difficile quand même de faire abstraction, mais j'ai quand même fait attention parce que voilà, tout le monde n'est pas sensible à ça. Et par contre, quand j'ai eu vraiment mon doctorat, là, je me suis dit, ça y est, maintenant je me fais plaisir. Et quitte à ce qu'on dise, bah voilà, c'est pas une philosophe, c'est quelqu'un qui vient jouer avec des mots sur une scène. En fait, aujourd'hui, je me dis, oui, peut-être que ce côté aussi artistique va prendre le pas dans ma vie. Et j'ai fait de la philosophie, je fais de la philosophie, mais peut-être que voilà, je ne peux pas me définir par ça. Et peut-être que le côté voilà, jongler avec les mots prendra aussi le pas sur la façon de me définir. Et dans ce cas, je l'accepterai. C'est pour ça que aujourd'hui, je le vis plutôt bien. Si on dit, bah non, elle n'est pas philosophe, elle joue avec les mots, et puis bon, voilà, elle convoque pas forcément que des philosophes pendant ses conférences, elle peut citer. Je me défais de tout ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que voilà, il y avait ce qui dépend de nous, hein, ce qui ne dépend pas de nous, et la vie des autres ne dépend pas de nous. Donc j'apprends à m'en défaire plus j'évolue. Voilà. Ça fait écho à plein de monde, ça, je pense. Mais c'est vrai que c'est un formidable terrain de jeu de pouvoir jouer avec les mots comme tu le fais. Justement, ce que tu viens de dire, ça parle à beaucoup d'entre nous et c'est formidable parce que tu as un terrain de jeu qui est vaste. Et tu parlais de ce côté philosophie, jeu de mots et artistique. Tu as aussi un attrait, un intérêt pour la scène et les planches, comme l'on dit. Totalement, totalement. Et j'ai tenté l'expérience il y a peu. Alors, j'ai tenté l'expérience, j'ai été un peu freinée par ma grossesse, qui plus est double, hein, donc voilà, un petit peu plus. Il me tarde de reprendre ces débuts, et c'est vrai que j'avais la tentation, et même autour de moi, quand je me suis dit, bah, je fais des conférences, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, il y avait quelque chose de cadré. Quand j'ai dit, bah, j'aimerais bien tenter de monter sur une scène au théâtre, il y a quand même des gens qui m'ont dit, oh là là, mais pourquoi prendre ce risque? Tu vas te décrédibiliser. Et au final, voilà, aujourd'hui, la posture de philosophe, entretient-la, publie, écrit, fait des essais sur des sujets d'actualité. Soit dans ce cadre, il y a quelque chose voilà, vraiment à construire. Et en fait, c'est vrai que c'est pas ce qui me passionnait. Et comme je fais les choses quand même avec passion, je me disais, oui, mais bon,
je me vois pas forcément faire des conférences type philosophie toute ma vie. Par contre, imaginer leur mettre une certaine musicalité, proposer un regard profond, philosophique, mais aussi rigolo. Voilà, j'aime beaucoup l'humour. Enfin, il n'y a pas une journée où je n'écoute pas des humoristes. Euh, J'aime cette idée de ne pas être enfermée dans une image, en fait. Vous êtes humoriste, vous êtes chanteur, d'être philosophe. Bah, je sais pas si on peut être un peu tout ça, mais que ça reste cohérent et que, bon, chanteur, je me suis un peu emballée, hein, parce que vu mon niveau de chant, mais bon, j'y travaille. Mais il y a quand même cette idée de, j'aime l'idée qu'il n'y ait pas de voie tracée, en fait, et je sais pas du tout où je serai dans 10 ans. Franchement, je suis incapable de le dire. Ce que je sais, c'est que j'ai le sentiment que ce qui m'a distingué ces dernières années dans le champ de la conférence, c'est pas que la philosophie, parce qu'il y a beaucoup de philosophes, c'est aussi ce jeu avec la forme qui, au-delà d'être un jeu, touche les gens ou leur renvoie quelque chose. Et quand derrière on me dit, mais au-delà de la philosophie, c'est les mots. Mais le pouvoir des mots, je me dis, les mots, c'est moteur, c'est ce qu'on utilise tous les jours, c'est comme ça qu'on s'exprime auprès de nos enfants, de nos parents, de nos amis, de nos collègues. Et là, je me dis, pour moi, il y a quelque chose d'absolument fondamental qui est une cause incroyable, et c'est pour ça qu'il faut qu'on en cause, justement. Et donc, c'est cette voilà, alliance entre tout ça, et j'ai testé il y a 5 mois, donc 5 soirs, un spectacle que j'avais déjà bien finalement construit puisque j'ai la chance d'avoir rejoint un réseau qui s'appelle l'APM depuis maintenant quelques années. Et donc, je propose une journée décalée sur le thème philosophons autour d'un verre de La Fontaine, avec un petit jeu de mots autour du verre, pour montrer que la philosophie de comptoir peut avoir quelque chose d'intéressant et de noble. Et donc, ça fait 2 ans que je propose ça auprès de dirigeants sur un format de journée, donc on est quand même sur quelque chose voilà, à construire. Et c'est vrai qu'à force d'avoir passé ce sujet, d'avoir vu la façon dont ça pouvait être reçu, de sortir de son milieu professionnel, de s'ouvrir à ça, je me suis dit, oh, c'est ça qu'il faut adapter en spectacle. Et donc, Philosophons autour d'un verre de La Fontaine est devenu un spectacle d'1 heure et demie en musique avec un pianiste. Et donc, voilà, on a rodé 5 dates. Et donc, on espère, dès que voilà, j'aurai accouché, que je reprendrai mon activité, pouvoir donner vie à ce spectacle un peu partout. Et aussi en entreprise, puisque l'entreprise a tout à fait sa place pour accueillir un spectacle de manière adaptée. Donc, tout est parfait. Et tu as évoqué le fait de... je vais fermer. Et tu as évoqué le fait d'avoir beaucoup d'humour. Tu as démarré le théâtre en faisant les premières parties d'un humoriste, justement. Oui, alors, j'ai évoqué le fait d'aimer les gens qui ont de l'humour, hein. Je dirais pas que j'ai beaucoup d'humour. J'espère faire rire un peu, mais ce serait quand même très prétentieux de dire que j'en ai beaucoup. En tout cas, je suis hypersensible. J'adore ça, j'adore rire, et je crois que c'est très important dans la vie, et que c'est une façon de philosopher d'ailleurs. Le rire nous amène à certaines profondeurs. Et d'ailleurs, les humoristes ont cette qualité incroyable de pouvoir détourner, pour ceux qui justement ont une certaine profondeur et que je préfère, de pouvoir nous parler du réel en perdant cette gravité. Et il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans tout ça. Il y a une forme de philosophie. Et effectivement, à l'époque, c'était Karim Longduval, qui cartonne aujourd'hui dans le domaine de l'humour, qui m'avait tendu la main pour explorer quelque chose que j'avais, mais jamais j'y ai pensé, franchement, jamais, en me disant, voilà, est-ce que tu veux faire ma première partie voilà, dans une petite salle à Lyon, à Gerson, enfin, qui est quand même une salle superbe. Et je me suis dit, bah allez, oui, pourquoi pas, et je ne sais pas pourquoi, mais oui. Et donc, c'était une première rencontre avec le fait de se dire qu'on peut faire quelque chose qui a quand même une forme de profondeur, mais aussi un peu d'humour. Et puis, voilà, ensuite, je me suis concentrée sur la fin de mon doctorat et je me suis dit, quand j'aurai fini, on va faire ça. Et puis, j'ai une belle équipe aujourd'hui, studio, metteur en scène, etc., qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années en me disant, allez, vas-y, il faut y aller. Et j'ai jamais trouvé le bon moment. J'ai toujours eu à cœur, alors ça c'est très personnel, hein, mais de réaliser d'abord ma famille. Donc, quand on parle aussi parfois de stabilité, hein, moi, c'est un milieu, la scène, c'est quand même quelque chose de particulier, cette exposition physique, cette mise en lumière, et puis il y a quand même une grande part d'ombre. Et moi, c'est vrai qu'ayant travaillé sur la maternité pendant 9 ans en doctorat, puis ayant fait un livre, j'ai toujours eu cette sensibilité de bien créer finalement les fondations, d'avoir en tout cas des fondations pour moi qui me permettent d'être en lumière sans me sentir dans une exposition qui me mettrait à mal. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, j'ai été au bout de ça, pourvu que la voix soit agréable et que le spectacle rencontre un public. Ce serait génial. Ah, c'est tout le mal qu'on te souhaite, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Comment J'espère. comment tu as pris cette main tendue justement de Karim Duval, ce challenge? Parce que pour le coup, c'était vraiment ta première fois et
comment tu as pris cette main tendue et comment tu as vécu ce challenge-là? Bah, lui, je J'imagine que pense que tu t'es vachement préparé. ouais, je me suis préparée, mais bon, j'étais aussi dans la réalité de mes conférences, de toutes ces choses-là. Donc, c'est aussi un milieu artistique à côté. Il n'y a pas les mêmes conditions. Vous le faites avec passion. Il y a pas de rémunération. Enfin, vous êtes dans un autre état d'esprit. Donc, c'est à appréhender avec. Et puis même le public qui est pas pareil. Des gens qui viennent voir, déjà ils viennent pas vous voir, ils viennent voir un spectacle. Donc il y avait cette légèreté et en même temps ce défi. Voilà, il fallait être à la hauteur, mais c'était assez différent d'un exercice professionnel. Et puis, Karim, c'est vrai que c'est quelqu'un de généreux, donc il avait beaucoup de scènes parce que il rodait son spectacle un peu partout. Et c'est un travailleur acharné, donc forcément, aussi, c'était intéressant d'avoir peut-être des profils un peu différents. Il a tendu plein de mains à des gens différents. Et là, je me suis dit, c'est une opportunité pour tester quelque chose et voir. Alors la vidéo est en ligne, hein, moi, il y a beaucoup d'efforts à faire, on voit, c'était il y a quelques années. Mais pour autant, ouais, je me suis dit, tiens, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Donc je l'ai vécu comme je vis à chaque fois les opportunités qui se dessinent à moi et que je trouve très souvent très surprenantes, hein, où je comprends pas du tout pourquoi on vient me proposer ça. Et en fait, après, je me dis, si on me le propose, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Sinon, pourquoi on me le proposait? Et en fait, voilà, au fur et à mesure, les choses se font. Que ce soit mon metteur en scène qui me proposait d'aller sur scène, je me disais, mais pourquoi il me parle de ça? Mais pas du tout. Le pianiste qui m'a contacté, que j'ai remercié quoi, en me disant, un pianiste, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un pianiste avec moi pour des conférences. Et puis finalement, je me suis rendu compte que, si, la musique, c'était superbe. Donc c'est ça que je trouve parfois intéressant, ce sont les autres qui vous invitent à vous interroger sur vous-même. Voilà. Parce qu'on vous dit, mais pourquoi tu ferais pas ça? Ah, je sais pas, je n'avais pas pensé. Oui, d'accord. Et puis ça donne une petite légitimité. Vous dites, si les autres y pensent, c'est que peut-être il y a quelque chose à faire. Et justement, tu as très bien dit, si l'on vous propose, c'est qu'il y a quelque chose. Ah, peut-être. Peut-être pas toujours d'ailleurs, hein, parce que on regarde certains, on se dit, oui, il y avait peut-être pas qui a proposé, mais après je ferai pas tout non plus. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi des réseaux, on m'a proposé beaucoup de choses sur de l'exposition avec du contenu assez lourd, très récurrent pour, faire monter mon nombre d'abonnés qui ne décolle pas du tout. Voilà, avoir plus de monde, être suivie, être impactante et parce qu'on le sait aussi, hein, pour être médiatisé aujourd'hui, il faut avoir quelque chose, à vendre aussi et moi, je le vois bien, mon livre n'a pas eu l'écho que j'avais espéré. Pourtant, j'ai publié aux éditions de l'Observatoire et je faisais partie des rares auteurs ou autrices pas connus à être publiés chez eux. Et pour autant, ça n'a pas eu le rayonnement espéré. Alors, c'est pas sorti forcément au bon moment. Il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Mais je me suis rendu compte aussi de toute la difficulté de pouvoir être invité sur un plateau quand on n'a pas un parcours, quand on n'est pas suivi par des followers, qu'on n'a pas un nom, qu'on ne connaît pas certaines personnes. C'est difficile d'entrer dans tout ça. Donc, je me suis dit, il y a des leviers, et pour autant, il y a certains que j'ai pas du tout envie de tenter, ça me parle pas du tout, quoi. Voilà, être sur certains réseaux et faire des vidéos tous les jours, je m'y retrouve pas. Voilà. Donc, on me propose des choses que j'accepte pas forcément. Voilà, c'est ça que je veux dire. Sinon, c'est bizarre. Ce serait bizarre. Et au-delà de ça, ça questionne aussi la légitimité dont tu parlais. Comment tu abordes ce sentiment de légitimité en tant que pratiquante, en tant que philosophe? Et aussi, deuxième question, avec ce fameux syndrome de l'imposteur qui touche quand même pas mal de monde, pas mal de Ouais. salariés, pas mal de dirigeants. Comment tu peux nous parler de ça? Ouais, et puis quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous sortez un peu du cadre, vous êtes un imposteur. Voilà, parce qu'on aime bien la norme, on aime bien le cadre, faut correspondre au moule, quoi. Voilà. On a une certaine image de ce que doit être le philosophe, et donc plus on correspond à cette image, plus on l'est. Hein, ce qui est quand même terriblement réducteur et parfois très décevant, hein, parce que vous pouvez rencontrer des gens qui sont vraiment philosophes dans l'idée que vous en faites, et puis tomber un peu des nues en vous disant ah oui d'accord, en fait il y a quand même une grande distinction entre ce que vous dites et ce que vous êtes ou ce que vous faites. Donc voilà, je trouve que la cohérence est absolument fondamentale, surtout dans un monde comme le nôtre, hein, où il y a la transparence, voilà, être quand même en lien, aligné. Donc, moi aujourd'hui, je m'en défais mais aussi parce que j'ai construit ma vie, des fondations, et que j'ai mon monde, et que ce monde-là, il prend le pas sur plein de choses en fait. Je regarde mes enfants et je me dis waouh, j'ai un rôle aussi, j'ai des choses importantes, et donc toute cette viralité, toute cette méchanceté, tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux, tout ce qui contribue à interroger qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, je m'en défais, parce que j'ai compris que ça dépendait pas de moi et que c'est aussi prégnant dans un monde où les gens sont pas toujours très heureux et finalement s'épanchent sur la vie des autres. Donc ça, vraiment, je m'apaise, et comme je le disais,
peut-être que dans quelques années, le mot de philosophe me sera de moins en moins attribué pour donner lieu à d'autres choses. Et dans ce cas, je l'accepterai. Et c'est vrai que je vois dans quelques chroniques, j'avais eu un jour un commentaire de quelqu'un qui me dit c'est pas de la philosophie. Et j'avais répondu en disant mais c'est sûr qu'une chronique en 2 minutes, je suis pas là pour dire que c'est de la philosophie. Je suis là pour partager quelque chose qui peut potentiellement mettre le pied à l'étrier et qui donne à voir. Et j'avais modestement dit je vous invite à lire mon livre issu de ma thèse qui en tout cas, s'approche peut-être un peu plus de ce que peut être la philosophie. Mais c'est ça aujourd'hui. En tout cas, moi, ma liberté, c'est de pouvoir aujourd'hui écrire un roman d'amour parce que j'ai envie d'écrire un roman d'amour. Voilà. Et en même temps de coécrire quelque chose de peut-être plus élevé sur les médias dans notre société à l'heure de l'immédiat, sur des sujets. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Il y a tellement de gens qui font des choses superbes que je me culpabilise pas. Tellement de livres. Je me dis je peux faire un peu ce que j'aime aussi et puis voilà, être fidèle à soi et savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que ça évite de tomber aussi parce que quand on voit derrière certains profils, hein, on se nourrit les réseaux de ça. Mais t'as vu, cette personne a été mise en lumière. En fait, tous ces travers, l'ombre. Et c'est ça tout ça me fait assez peur. Donc, moi, je construis les choses sur pilotis. Voilà, lentement mais sûrement. Donc, rendez-vous dans 10 ans, peut-être. Je me dis, jeunesse et féminité, c'est ce qui peut-être m'a aidé. Bon, jeunesse, ça va partir. Féminité, ça devrait rester. Mais voilà, jeunesse, j'accepte que ça parte. Donc, on verra la suite. Et Jeunesse et Féminité, d'ailleurs, tu as été le prix de l'innovation des jeunes entrepreneurs de l'année en 2013. Et aussi, quelques années plus tard, nommé parmi les 50 lyonnaises les plus influentes. Donc, on a le côté jeunesse, on a le côté féminité. C'est ça. Transition toute trouvée. Et voilà. Et c'est ce qui m'a. C'est sûr que quand j'ai commencé les conférences à 25 ans, ou peut-être un peu plus tard, mais bon, 25, 27, c'est sûr que jeune, femme, philosophe, il y avait un truc, quoi. On se disait, tiens, ça dépote, ou c'est pas du tout le profil. Sauf qu'à l'époque, j'étais encore plus blonde, voilà, avec la lumière. Mais il y avait un côté. Voilà, c'était à côté de l'image qu'on s'en fait. Et souvent, je dis, bah oui, ça, la jeunesse, c'est sûr que là, je me rends compte que ça passe un peu plus, forcément, hein. Donc, avec le temps, ça passerait. On ne peut pas construire, en tout cas, un monde professionnel sur ça, ni sur la féminité derrière. Il me restera au moins la féminité, et ça reste encore un critère. Parfois, effectivement, on vous dit, voilà, vous êtes une femme, c'est super, il nous faut une femme pour une intervention. Ah bon, d'accord. Donc, voilà, c'est important de connaître aussi, finalement, moi, j'ai fait de mes faiblesses des forces. C'est ça que je Et, trouve important. C'est quand on vous pointe du doigt en me disant, mais t'as vu comment tu parles, par exemple, ou t'as vu comment tu fais ci, qu'on pointe le doigt sur ce qui peut être une faiblesse dans un monde qui se fait une représentation, cette faiblesse peut devenir une force. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Si de ces faiblesses, on les construit, on les entretient, on peut en faire vraiment des choses importantes. C'est le lièvre et la tortue. C'est ça. c'est exactement ça. C'est vrai que c'est marquant ce que tu viens de dire sur limite on vous prend parce que vous êtes une femme. C'est-à-dire que il y a 5 ou 10 ans, on s'est dit qu'on allait mettre de plus en plus de femmes dans le monde de la société, dans le monde des conférencières, etc., pour les aider. Et aujourd'hui, c'est on vous prend parce que vous êtes une femme. Certains disent ça, ça va complètement à l'envers de ce qui était souhaité et voulu initialement par le projet. Alors, quand je dis ça, c'est parfois dans un monde professionnel où il va y avoir que des acteurs hommes, en fait, parce que c'est un événement, alors ça dépend aussi peut-être des secteurs, le BTP, ce que vous voulez, et il va y avoir un événement où il y a beaucoup d'hommes qui vont prendre la parole, le dirigeant, les clients, etc. Et que là, ils se disent, voilà, on aimerait bien qu'il y ait une femme. Moi, j'ai aucun problème avec ça, et je trouve que d'ailleurs, ça colore aussi un peu l'assemblée, ça donne une autre tonalité, la présence féminine, comme à l'inverse, hein, un milieu très féminin invite un homme, c'est quand même hyper intéressant de croiser les regards, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, je m'offusque jamais, juste je le constate. Je constate qu'effectivement, c'est une chance à plein d'endroits de pouvoir intervenir parce que effectivement, à ce moment-là, ils cherchaient une femme. Mais au même titre que sur une table ronde, on chercherait absolument un sportif. Voilà, parce qu'il faut un sportif à ce moment-là. Donc c'est ça en fait. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je remarque juste que ça peut faire partie de critères, que ce soit la jeunesse, la féminité, la philosophie. Et d'ailleurs, une fois où l'on s'est vu, tu partageais la scène avec un sportif, avec Martin Fourcade sur une conférence dans le Pays Basque. Ouais. Et ça fait partie des expériences superbes. Voilà, quand le téléphone sonne et qu'on dit ouais, ça vous dirait pas de faire une intervention croisée sur le thème du talent avec Martin Fourcade et Hervé Matou, oui. Là, vous courez voir votre mari, Hervé Matou, fan, Martin Fourcade, fan. Donc là, vous vous Du dites, coup, tiens, on amène le mari. voilà, et on amène le mari. Ah le mari est venu, là, c'est sûr. Ah là, sur un événement comme ça, forcément. Non, mais et ça c'est génial.
Moi, c'est pour ça que j'adore ça. Je me dis, «Oh, trop bien, je vais pouvoir parler du talent, on va pouvoir partager une discussion.» Et j'ai eu plein d'expériences professionnelles. À l'époque aussi, j'ai eu la chance, quand Emmanuel Macron est passé la première fois, j'ai été contactée par son équipe pour faire une conférence inaugurale auprès des ministres et députés. Donc finalement, ça a été qu'auprès des députés le lendemain, parce que le soir, la soirée était compliquée. Il y avait tous les ministres, enfin, c'était quelque chose d'absolument dingue. Et je me suis dit, mais pourquoi moi? Pourquoi là? Et j'ai eu quand même cette possibilité. Et il y a eu comme ça plein d'exemples où je raccroche et je me dis, oh là là, mais est-ce que c'est sûr qu'en fait, on m'a contacté pour cette proposition-là? Et c'est ça que je trouve super. Ouais. Et justement, quel moment marquant, si, alors c'est toujours difficile d'en citer un, mais qui te vient comme ça sur une rencontre inattendue où tu te serais jamais imaginé là, à cette place, à ce moment-là, il y a quelques années? Ah bah ça, avec les députés, c'était fou Ouais, parce que je suis arrivée là-bas. En plus, c'était le soir, je devais faire une intervention devant les ministres et en fait, la soirée a pris du retard. Donc en fait, moi, vu que je suis rien, vu que personne, en plus, bah, on m'a dit, bah, en fait, vous passerez pas. Donc j'avais prévu un texte que j'avais appris, c'était horrible. Je me disais, mais attendez, j'ai préparé ça et c'est terminé. Là, je rentre chez moi dans mon hôtel, je prends mon hôtel et je repars et je serai payée, mais je peux même pas faire ce que je devais faire. C'était horrible. Et finalement, on me dit non, mais vous passerez demain avec les députés. Donc là, toute la nuit, je dors mal. Et le lendemain, je fais cette intervention, mais comme je l'aurais sûrement jamais faite si j'étais passée la veille. Et je la fais d'une certaine façon. Et c'est la première fois que j'ai une standing ovation. Tout le monde se lève. Richard Ferrand. Enfin, c'était fou. Et j'ai jamais revécu ça. Donc, ouais, pour vous dire que c'est avec modestie, parce que du coup, je me dis parfois, bon, bah non. Moi, je vais jamais la chercher, c'est pas ça l'idée, mais et en fait, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, cette patience, j'ai ruminé mon texte toute la nuit. Le lendemain, j'étais là, je me disais, en fait, vu que voilà, on peut quand même me mettre de côté en 2 secondes dans un programme. S'il y a quelqu'un qui saute, ça va être moi. S'il y a du retard, c'est sûr. Et en fait, ça a été un moment incroyable, incroyable, parce que je me suis dit, mais toutes ces personnes qui se lèvent, qui et là aussi, on s'approchait de quelque chose de l'ordre de la scène pour moi dans la réaction, dans la façon de venir me parler. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a donné envie aussi d'aller vers ça, au fur et à mesure. on a pu faire lever une standing ovation des députés. Je pense que Ouais, c'est non, comme faire franchement, ouais. sourire les Césars. C'est Ah ouais, non, non, mais moi, je dis ça parce que franchement, ça m'est pas arrivé depuis. Mais c'était fou. C'était un moment assez incroyable. Parce que j'avais tellement pensé voilà, qu'on m'éliminerait du programme. Et puis je crois que on peut pas attendre ça. Enfin, ouais, c'est ça que je trouve beau aussi dans la vie. C'est quand on n'attend pas les choses. ouais. Vous pouvez pas attendre ou espérer ça. C'est pas censé arriver, en fait. Donc aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup dans ma vie professionnelle, c'est qu'il y a des choses que j'attends pas et qui arrivent. Et voilà, j'adore quand c'est ce jour-là, je me dis, oh, incroyable. Bon, j'espère que ça va arriver, hein, parce qu'avec toutes mes grossesses, là, ça ralentit un peu. Quand même Allez, vite. 3 ou 4 ans. Voilà, là, on arrête maintenant. Pour une femme, c'est pas rien quand même, hein, mon Dieu. Donc voilà, vivement voilà, que je rentre aussi dans une autre dynamique et que je puisse poursuivre cette voie professionnelle sans être interrompue, même si c'est quand même un bonheur, en tout cas, de pouvoir voilà, poursuivre ça avec plus de sérénité. Et justement, quelle est la dernière personne inspirante que tu as été amené à rencontrer? La dernière personne inspirante, alors À tes yeux, hein, ça reste subjectif, mais j'ai été voir Fabrice Lucchini sur scène, à Paris, justement, un passage parce que sachant que j'allais monter sur scène, parler un peu des fables, je me disais: «Oh là là, mon Dieu!» Bon, bah, j'ai été le voir, incroyable, incroyable, 72 ans, bah, je crois, hein, j'espère ne pas lui en rajouter un an mais ouais, incroyable, une énergie folle, donc j'ai été absolument, épatée par cette énergie. Après, il y a plein de rencontres singulières que je trouve savoureuses, mais là, c'est vrai que voilà, d'aller le voir dans d'autres registres. Hein, j'ai été voir des gens, j'ai été voir Karim Duval que j'ai trouvé fou, j'ai été voir Maxime Gasteuil, alors on fait un bond, on est super loin, que j'ai trouvé incroyable. J'aime aller vraiment sortir des sentiers battus, appris pour rencontrer Vincent de Dienne. Enfin, je sors beaucoup, voilà, en tout cas au théâtre. J'aime bien aller rencontrer des gens en l'occurrence, des spectacles, et voir un peu ce qu'ils proposent. Mais en tout cas, c'est une rencontre inspirante de loin, parce que du coup, je ne l'ai pas vu. Hein. C'est ça. Voilà, je ne l'ai pas vu directement. c'est pour bientôt. On verra, on le Juste, souhaite. j'espère. Bien, j'espère. Justement, toi qui aimes sortir des sentiers battus et mélanger différents univers, si tu devais faire un repas avec 3 personnes inspirantes, avec qui tu aimerais partager ce moment convivial? Là, tout de suite, oh là là, c'est dur. 3. Le problème, c'est qu'il y a des gens que j'ai envie de revoir. Et de l'autre côté, il y a des gens que j'ai jamais vus. Donc, c'est ça.
c'est difficile. Ou peut-être des gens dont j'aimerais apprendre des choses, avoir des conseils, ou pouvoir... Oui, je pense que dîner avec Fabrice Lucchini, ce serait un plaisir, évidemment, ou déjeuner. Partager un moment. Il y a des gens que j'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai vu quelque chose avec Muriel Robin hier, donc c'est quelqu'un que je trouve aussi, voilà, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, vu Muriel Robin, donc c'est aussi un personnage que je trouve hyper intéressant. Donc là, on est plus sur le registre évidemment de l'humour. Bon, je sais pas, Raphaël Enthoven que j'avais vu aussi une fois dans Les Philosophes. J'aimerais bien faire un dîner de philosophes avec Cynthia Fleury, Julia de Funès, partager les regards, partager tout ça. Il y a plein de gens que je trouve très inspirants dans des métiers très différents, des sportifs aussi. Je suis très admirative des sportifs. Donc, je suis très ouverte pour le dîner, en fait. Hein. Je crois qu'il faudra en faire plusieurs. J'ai avoir du mal sinon. De toute façon, je serais frustrée, quoi qu'il en soit, je serais frustrée. Forcément, forcément. Quel est ton plus grand rêve, justement? Bah, mon plus grand rêve, c'est de monter sur scène et de remplir une salle, voire de remplir des salles, Des salles. des belles salles, Des grandes salles. des grandes salles. C'est mon rêve. Non, c'est mon rêve, c'est clair. Tu es agneau de ce spectacle, hein. Donc il va reprendre sur une forme un petit peu différente parce que Bah, il tu va vas te reprendre. nourrir. Ouais, il faut qu'on se remette voilà, vraiment dedans avec toute l'équipe pour pouvoir le promouvoir, ce qu'on va faire très bientôt. Mais c'est vrai que ouais, non, ça c'est vraiment mon rêve de pouvoir. Bah, à Lyon, il y a la Bourse du Travail. Ça, je me suis dit qu'il faut un jour que je sois sur cette scène. Et évidemment, d'autres scènes, plutôt à Paris, voilà, on verra. J'ose même pas le dire. Vous voyez, comme quoi le rêve me paraît si loin. Mais en tout cas, non, oui, c'est quelque chose qui me porte. Sans dire que je serais ou déçue ou que j'aurais raté des choses si j'y arrivais pas. Mais je suis très optimiste. Je me dis que si on se donne les moyens, si on y croit, si on donne tout, c'est possible. Donc, donc on va espérer. Et dans le côté introspection, si tu te revoyais enfant ou ado, qu'est-ce que tu dirais à cette Laura, l'ange que tu as face à toi, avec tout le Je chemin parcouru? dirais que c'est super de grandir. Et j'ai pas dit vieillir, hein, j'ai dit grandir. Je t'ai grandir. Parce que pour le coup, grandir, c'est pas le nombre des années qui passent, hein, on peut vieillir, je dis souvent ça, on peut finir vieux con, hein, on peut vieillir sans grandir, ça c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ouais, cette notion de grandir, d'évoluer. Je trouve que chaque âge, finalement, a son lot de difficultés et qui ne sont pas niées. Et c'est vrai que je lui dirais que la vie, plus on avance, plus on s'apaise. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Plus il y a des choses qui nous glissent dessus, qui nous impactent moins. Et je pense notamment au regard des autres. Dans un monde comme le nôtre où c'est très contaminant, hein, voilà, de par les réseaux, savoir s'en défaire, c'est savoir se construire, je pense. Et c'est fondamental. Et je dirais ça parce que les enfants sont malheureusement des éponges d'un monde parfois cruel. Hein, c'est un vrai sujet aujourd'hui, voilà, entre eux. Et donc, je dirais ça. J'ai pas fait partie de celles qui ont souffert, ni de celles qui ont embêté les autres. Mais en tout cas, je m'apaiserais en disant que, en tout cas, l'avis des autres, le jugement que les autres portent sur nous, qui peuvent nous faire passer des nuits blanches ou avoir très mal au ventre ou au cœur, bah, en grandissant, ça s'apaise. Et j'ai bien dit en grandissant. Voilà. Si on prend de la hauteur, ça s'apaise. Et j'aime bien dire que la vie des autres, c'est la vie des autres. Ouais, tout à fait. Il faut réussir à trouver, alors évidemment, hein, c'est parfois plus facile à dire qu'à vivre, mais savoir s'extraire aussi de ça. Et parfois, il y a des gens qui foncent dedans, hein, effectivement, qui vont être sur les réseaux, cassés, violentés par des propos. Il faut aussi parfois peut-être s'extraire et se défaire de cette violence pour pouvoir retrouver une vie apaisée. Et quand on parle de sagesse en philosophie, pour moi, ça passe par là, en fait. Se connaître, s'apaiser. Donc, je pense que voilà, quand on est enfant, on est des éponges et quand on grandit, bah, on absorbe plus. La philosophie est un magnifique parapluie. Voilà. Belle métaphore. Comment tu gères aujourd'hui, j'imagine que tu en as encore, mais ces moments de doute? Ah bah j'en ai toujours. Hein. Et puis alors là, je suis en plein dedans. Hein, franchement, deux enfants qui arrivent, non, tout est. Non, je me dis que bah, ça fait partie de la vie. C'est que ça me pousse à réfléchir. C'est qu'on est vivant. Donc il y a quelque chose d'hyper excitant, je trouve, et stimulant. Tout est doute finalement.
comment accueillir, comment faire, comment gérer, comment concilier vie professionnelle. Heu, c'est ouais, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses et en même temps, c'est hyper stimulant, quoi. Donc l'inconnu, le doute, hein, ça fait partie des choses, qui m'animent et en même temps, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein, on construit des choses, moi je suis à mon compte, voilà, demain on peut effectivement, on me voit moins, je sais pas, vous êtes moins en forme, vous êtes moins ci, donc vraiment, une humilité sur ça et je pense que le doute fait partie de la vie et le jour où on l'oublie, c'est terminé, quoi. Et même sur scène, alors là, il y a rien de pire, quoi. Quelqu'un qui irait dérouler un texte, je pense qu'à chaque fois qu'on monte, faut allier, voilà, c'est degré, doute et confiance, un peu des 2. Gestion et l'imprévu. Ouais, bien sûr, parce que si on doute pas du tout, du fait que ça se passe bien, bah, ça veut dire qu'on pense que ça va toujours bien se passer. Le jour où ça se passe mal, c'est plus violent, quoi. Et c'est peut-être là où on oublie que la scène, c'est sans filet. Ah, c'est sans filet, puis c'est cruel la scène aussi, hein. Il y a des soirs, vous sortez, ou même ouais, vous faites une intervention, ça se passe bien, et puis en fait, un jour, ça se passe pas parce que le public, on se rencontre pas, parce qu'il et encore, moi, j'ai pas eu voilà, d'expérience, mais j'en ai eu quand même, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'après, le filtre entre ce que vous faites et ce que vous êtes, il est très mince. Donc, quand vous rentrez, bah, vous vous regardez en disant: «J'ai pas été à la hauteur», quoi. Donc, et qui plus est, j'étais là pour inviter les autres à en prendre, donc c'est terrible. Comme tu dis, il y a un fil entre ce que vous êtes et ce que vous faites, mais il Ouais. existe quand même ce fil et il faut le cultiver, le nourrir. Ouais, il faut apprendre aussi à le distinguer, heu, même si le lien est évidemment très étroit, hein, mais il faut quand même apprendre à se dire que ce qu'on fait sur une scène ne définit pas ce qu'on est, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, il y a parfois des gens très malheureux dans ce qu'ils sont, et alors que ce qu'ils font, on a l'impression que ça rayonne et les gens comprennent pas: «Bah, attends, tu fais ça». Donc il y a vraiment quelque chose à travailler entre les 2. Mais en tout cas, monter sur une scène, c'est, se mettre, à nu quand même, prendre un risque, et puis vous avez tous ces regards, voilà, qui vous voilà, qui se portent sur vous et qui vous jugent aussi. Je suis très fan de Sartre, hein, l'enfer, c'est les autres. Pas besoin de grille, hein, c'est cette idée de ça, c'est l'enfer, c'est les autres parce qu'ils vous enferment déjà dans quelque chose, et c'est ça que je trouve absolument passionnant. Quand vous montez, chacun se fait un avis. Et donc, il y a quelque chose d'assez impressionnant. Et tu parles de ce regard, mais il y a aussi l'énergie que te portent ces gens-là, parce qu'on l'a connu avec cette période visio à distanciel. Quand tu montes sur scène, tu absorbes, tu es une vraie éponge, comme tu disais aussi, et tu absorbes certes le regard, mais aussi l'énergie qui t'est envoyée. C'est ça, ouais. Bah, c'est là que ça devient aussi beau que coûtant, en fait. Si vous arrivez dans une scène, que le premier bail, que vous entendez des soupirs ou que, les gens sont sur leur portable, cette énergie tout de suite, elle vous casse un peu les jambes, quoi, elle vous les coupe, quoi. Donc c'est un peu, il faut être capable de reprendre le dessus. Donc voilà, une scène, un public de manière générale, soit, peut vous apporter beaucoup d'énergie, soit vous en prendre aussi, parce que ça va être une soirée où vous ramez davantage, et c'est ça que je trouve assez, incroyable. On peut pas prévoir, c'est aussi une rencontre humaine comme un rendez-vous avec quelqu'un. Nos émotions, bah, parfois, voilà, diffèrent. Vous pouvez arriver de très bonne humeur, hyper punchy, puis ça embarque. D'autres fois, bah, pas du tout. Donc, il va falloir vraiment vous amener à venir avec vous, avec nous. Donc il y a vraiment cette, c'est pour moi, une scène, c'est vivant. D'ailleurs, on parle de spectacle vivant. C'est du vivant, quoi. Il faut l'accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui joue? Pourquoi vous vous baillez? Pourquoi vous faites ça? Enfin, réussir à faire abstraction, créer quelque chose, et la mayonnaise, elle prend ou elle ne prend pas. Voilà. Mais quand elle prend, c'est savoureux. Et c'est pour ça que le spectacle vivant, c'est pas appliquer un texte, c'est s'impliquer. Si on ne s'implique pas, c'est mort. Quelqu'un qui vient dérouler quelque chose, voilà, il manquera le truc en plus, quoi. Et on sent que tu es une personne de challenge au fur et à mesure de cette interview. Euh, Quelle était ta dernière première fois? Et ben, ma dernière première fois, c'est dans quelques semaines. Je peux dire ça comme ça ou pas? Là, c'est le Parce que futur. ouais, là, c'est le futur, ouais, c'est le futur. Bon, en tout cas, ma dernière première fois, ça a quand même été, bah, en tout cas, le spectacle, parce que c'était une première, ça c'est sûr. Ma dernière première fois, je sais pas, là, je suis tellement sur, bah, forcément, je vais accueillir des jumeaux bientôt, et je me dis que ça, c'est une première fois incroyable. Et je disais en parlant avec des amis, rares sont les premières fois dans nos vies. Il y a surtout quand on a déjà eu par exemple un enfant, bon, bah, le deuxième, vous vous attendez, vous savez un peu ce que c'est, le troisième, etc. Là, je sais que je vais au-devant d'une première fois sous 2, 3 semaines, et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, parce que je me dis, dans tous les cas, ce sera une fois, ce sera unique, et des moments comme ça, on en a rarement dans la vie, quel qu'il soit. Et donc, être aussi là pour vivre ce moment, cette première fois, être disponible et disposé à l'accueillir, je trouve ça absolument fondamental.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis sur un futur proche. Ouais, c'est un futur, mais tellement proche. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tes premières fois, tu les vois non pas comme quelque chose de challengeant, mais quelque chose de super à vivre, de joyeux. Euh, Tu es dans ce prisme de l'optimisme dont on a parlé. Mais justement, comment tu te défais de ce stress quelque part? Parce que c'est un challenge, mais c'est un challenge stressant. Et puis on sort à chaque fois un peu de notre zone de confort. Oui, alors du coup, je reviens sur l'exemple de la scène, parce que du coup, Hmm. celui-là va pas marcher. Ouais. J'ai pas le choix, donc. Mais sur l'exemple de la scène, oui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de sortir des sentiers appris. C'est ça qui est quand même hyper excitant, c'est de se dire, voilà, on propose quelque chose, c'est une première fois, donc par définition, je l'ai jamais fait, donc bon, bah, je peux me planter. Comme les mots sont magnifiques, planter, c'est toujours planter, dans tous les cas, une graine ou quelque chose. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Après, c'est sûr qu'il faut peut-être avoir une personnalité qui se réjouit de ça. Il y a des gens qui adorent être dans une forme de confort et de ne surtout pas en sortir, ne pas se mettre en danger. Et au moins, il y a tout qui tient, quoi. Après, confort, ça donne fort con. Donc, ça peut être un peu fort con parfois d'en rester au confort. Ça, c'est autre chose. Mais voilà, il y a cette idée de. Après, à l'inverse, quelqu'un qui irait chercher que des premières fois tout le temps, c'est épuisant, hein. Voilà. Moi, je vais toujours essayer un truc et c'est et si, bah, calme-toi. Il faut trouver cet équilibre, mais je pense qu'une vie, bon, elle est quand même rarement peut traverser de première fois. Et si à un moment donné, on oublie peut-être de rencontrer des choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la curiosité. Et la curiosité, c'est aussi ce qui nous permet de vivre des premières fois. Et j'avais noté une de tes citations que je trouve très intéressante et qui fait le lien avec sortir de sa zone de confort et le côté épuisement que l'on peut avoir. C'est se ménager en se ménageant et en aménageant des nouvelles pistes de compréhension des situations. Mhm. C'est quand j'interviens sur le thème du management ou de manager, je joue beaucoup avec ménage, méninge, manège, puisque voilà, le mot est héritier de tout cela. Et du coup, quel est le dernier livre que tu as lu? J'en ai lu pas mal. L'été, c'est vrai que c'est une période propice. La plage ou autre, j'ai beaucoup aimé. C'était Petite philosophie de la mer, un ouvrage très très joli, assez poétique justement sur la mer. Et c'est vrai, quand on est au bord de la mer, c'est intéressant de voir pourquoi la mer est quelque chose d'assez énigmatique. Donc, c'est Laurence de Villers, je crois, qui a écrit cet ouvrage, si je ne me trompe pas. J'ai lu vraiment pas mal d'ouvrages. Alors, pour citer un philosophe, Michel Serres, C'était mieux avant, très court, super, qui parle de cette formule, justement, c'était mieux avant, ça fait un peu ronchon, très intéressante. J'ai lu un livre sur le sport qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, assez intéressant, écrit par un journaliste qui va voir un sportif de haut niveau dans le domaine de l'athlétisme, qui malheureusement est un domaine qui paye peu, on va dire, et qui se passionne pour le profil de quelqu'un qui finalement est voleur en parallèle. Alors il gagne le championnat de France et puis le soir il vole, il fait des cambriolages. Il y a un contraste absolument sidérant. Je dis pas qu'il n'y a pas d'argent, donc il faut cambrioler, hein, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose d'hyper intéressant sur cette précarité, ou en tout cas ce qu'on peut-être on imagine derrière le succès qui n'est pas au rendez-vous, qui vous invite à dévier. Et alors là, avec des déviances, voilà, totales. Mais voilà, donc c'est des choses très différentes. Voilà, des ouvrages, des romans aussi. Donc je partage des romans d'amour. Voilà, il y a pas mal de trucs un peu différents. Un peu de philo, un peu d'actualité, un peu de politique, le match du Kremlin, voilà. Il y a pas mal de choses. Ça fait le lien avec ton roman que tu es en train d'écrire. Voilà, oui. En tout cas, sans comparaison, mais en tout cas, oui, oui, il y a quand même ce lien d'aller vers ce qu'on a envie de lire et d'aller vers ce qu'on a envie d'écrire. C'est le mieux quand même. Exactement. On va arriver à la fin de cette interview, Laura. À quelle connaissance penses-tu pour révéler son parcours sur ce fauteuil et inspirer à son tour les gens et les auditeurs? Eh bien, bah, tu peux contacter Karim Duval puisqu'on en a parlé. Ça me paraît pas mal, non? Ça fera le lien. Bah oui, Parfait. ça me semble faire le lien, totalement. Exactement. On parlera de toi comme ça. Ça marche. Purement stratégique. Merci en tout cas pour l'invitation et cet échange très intéressant. Merci à toi, Laura. Donc, je le rappelle, on peut te retrouver sur scène bientôt, dans quelques mois, une fois que tout ça sera remis en place. Tu fais des conférences de façon régulière, que ce soit en entreprise ou ouvert au public. Tu es également chroniqueuse sur la télé.
Ah oui, et France 3, j'ai rejoint l'équipe pour faire quelques chroniques. Donc là, le format était un peu repensé de l'émission, donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, j'ai plaisir à faire sinon moi-même des chroniques que je diffuse sur les réseaux. Et là, je reprends très bientôt avec un nouveau format, dès le 16 novembre notamment, avec une chronique sur la philosophie. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Tu es en librairie avec le livre Vers une maternité sans corps dont on a parlé et qui est sorti l'an dernier. Je pense qu'on est complet, on peut te retrouver un peu partout. Allez, à ton image, tu es quelqu'un de tout terrain. Voilà, c'est ça. Merci à toi Laura pour ce moment et je vous dis à très bientôt et bonne journée. Au plaisir, merci.